Comme nous l'avons couvert la semaine dernière, l'Art of War a organisé un RTT spécial en streaming la semaine dernière, avec certains des meilleurs joueurs du jeu qui se sont affrontés avec les meilleures armées disponibles. Après les quarts de finale et les demi-finales, les deux armées restantes étaient les titans du metagame. Les taux, aux mains de Richard Ziegler, et les nouveaux venus, les Azuriani, avec Brad Chester aux commandes. Jetons un coup d'œil au match. Brad Chester, c'est qui que je l'avais interviewé sur Creative Wargame la dernière fois avec Iron Hands? Non, je crois que c'était pas Brad Chester, mais Brad Chester, c'est c'est aussi un joueur Iron Hands. Bon, il joue pas que Iron Hands, mais je me souviens de ses listes, en tout cas. Enfin, je me souviens que j'avais vu passer son pseudo à une époque fort lointaine maintenant, où il jouait les Irons. Donc voilà, on a le showdown. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Ils ont de super dessinateurs qui sont capables de rapidement leur fournir ce qu'il faut. Alors, donc là, je vais ouvrir juste mon document. Hop, ça va être là. 40K, V9, 9, action. Là, j'ai un document où j'ai compilé. Hop, non, ça c'est la V8. Alors, où j'ai compilé les leaks. Donc on va voir si j'arrive à lire quoi que ce soit. Alors en tout cas, on a Genzar. Donc il joue en double patrouille. On a quand même une note qui nous précise que Brad a apporté quelques modifications à la liste après la réalisation donc, de cette image, notamment en divisant les Banshees en deux unités plus petites, dont une avec Precision Strike. Donc ici, au lieu d'en jouer une fois 10, il en a joué 2 fois 5. C'est un peu plus sympa en MSU. Alors, donc on a Genzar, on a Eldrad. Donc il nous précise, alors Power 1, 2, 3, ça doit être dans la discipline qu'il joue, il a dû prendre le sort 1, le sort 2 et le sort 3. Ensuite en Ocelot, on a un conclave, donc en fait ce qu'on appelait le conclave Warlock, le Warlock conclave. Du coup on a 4 Warlocks avec, donc ils connaissent le pouvoir 1 et le pouvoir 2 de leur discipline. On a 2 unités de Rangers, les Rangers c'est pour moi vraiment la meilleure troupe Eldar. Les mecs peuvent s'infiltrer, ils peuvent faire plein de trucs. Je vais hop. Alors, juste un peu pour vous donner un listing de ce qu'ils peuvent faire. Déjà, c'est un mouvement 7. Quand ça tire à 2+. Voilà, c'est une save de base à 5+, mais ils ont la capacité, c'est la cave de Ranger. Ils peuvent avoir une sauvegarde à 3+, lorsqu'ils ont Light Cover. Donc voilà, est-ce qu'ils ont un +1 et ils ont 2 petits équipements de merde. Ils sont bien relous. Il y a alors j'arrive pas parce que c'est assez flou à cause d'Elix. En gros, à chaque fois qu'une attaque à distance est faite contre le porteur, contre l'unité du porteur, si la figurine attaquée est à plus de 18 pouces, l'unité du porteur est traitée comme ayant la dense cover. Donc ça veut dire que si jamais vous êtes sur une vente en format WTC qui vous fournit la light cover et la dense cover, pas sur une vente. Si vous êtes dans une ruine qui vous donne la light cover, bah si en plus vous êtes à plus de 18 pouces du tireur, vous avez c'est comme si vous étiez dans une vente. Vous avez donc la dense cover et la light cover. Donc -1 pour être touché, une sauvegarde à 3+. Et sinon ils ont le Wire with Net, ce que j'arrive à lire, parce que c'est assez flou les leaks. Une fois par bataille, quand l'unité du porteur est sélectionnée comme la cible d'une charge, donc c'est une fois par bataille, vous pouvez sélectionner le bearer et activer la Wirewave Net. Si vous le faites, vous lancez un D6. Sur 2+, donc si jamais vous faites votre 1, c'est baisé, c'est raté. Et sur un 2+, l'unité qui charge souffre de D3 mortels. Et jusqu'à la fin de la phase, vous soustrayez 2 au jet de charge fait par n'importe quelle unité déclarant une charge contre vous. C'est-à-dire que la première unité qui va déclarer la charge contre les rangers, sur 2+, POF va prendre D3 mortels. Et ensuite, toutes les unités qui vont vouloir vous charger vos rangers vont devoir augmenter leur jet de charge de 2. Alors, il me semble que voilà, vous pouvez soit être équipé du Glomsfield, là, enfin bref, le truc qui vous donne Dense Cover à 18 pouces. Je pense qu'en format WTC, avec toutes les ventes et les forêts qui existent, ne sera pas joué, mais il y a de fortes chances que le Wirewave Net soit extrêmement joué. Coller des 3 mortels et puis derrière toutes les unités qui veulent charger votre pauvre troupe super OP de mort là sur l'objectif, on a -2 à la charge. Franchement, je crois que c'est peut-être aller 10 points l'équipement, on monte à 75 points les rangers, waouh. Bon, ensuite on a du Scorpion, on a 2 unités de Warp Spider, 2 Night Spinner et un West Serpent. Dans l'autre on a Karandras. Karandras, il me semble que c'est le Seigneur Phoenix Scorpat, non?
Karandras, c'est ça. C'est le Seigneur Phénix Scorpion. C'est pas lui, genre, il peut subir que des dégâts de 1 ou il n'y a pas une connerie comme ça? Ok. To the leadership, the Scorpion's Bean. Chaque fois que le porteur fait une attaque. Ah non, lui, c'est les mortels, d'accord. Donc il a de base 6 attaques. Quand il fera des 6 pour toucher, il va générer des attaques supplémentaires. Ouais, c'est des attaques. Ah non, non, il score une touche supplémentaire. D'accord, et les touches supplémentaires ne peuvent pas bénéficier du Scorpion Bean. Ok. De tout leur leadership, objectif secured, ok. Et du coup, si jamais il fait un 6 pour blesser, il inflige 2 mortels supplémentaires, en plus des dégâts qu'il fait. Sachant qu'en mêlée, il peut être force x2, PA-4, dégâts 2. À chaque fois qu'une attaque est faite avec cette arme, il fait... Ah oui, non, mais sinon c'est force plus 2, PA-2, dégâts 1, et à chaque fois qu'il fait une attaque avec ce profil-là, il fait 2 touches au lieu d'une. Ok. Ça marche, donc il peut faire 12 attaques, donc potentiellement en stat avec 2-6, il fait une touche additionnelle. De force 6, PA-2, dégâts 1. Ok, why not? Alors, on va continuer. Donc on a Karandras, on a les 5 Rangers, on a les deux Howling Banshee, on va aller voir comment ils disent, Precision Strike. Pour le Craft World, où je vais trouver les trucs... Banshee, Howling Banshee, et Piercing Strike. Ça doit être ça. On ajoute 1 à la caractéristique de dégâts des attaques de mêlée faites par l'unité de Banshee avec l'Exarch. Ok. Et l'autre c'est Graceful Avoidance. C'est Graceful Avoidance, c'est quand cette unité contient un Exarch Calling Banshee, les figurines de l'unité ont une invulnérable à 4+, contre les attaques de mêlée. Ok, d'accord, ça marche. Alors, Warp Survivor, blablabla. Là, on a Swooping Hawk, on a le 5 Windrider avec des skaters laser, et 2 Warwriter avec 2 Bright Lens. Donc ça doit être des trucs anti-véhicules. Du côté de Richard Ziegler, on a quoi? On a donc le Commander Crisis. Donc le Commander Crisis, de base, il a une capacité qui permet, en fait, qu'il donne à une unité je crois, ses bases et ou unité Crisis, et du coup, cette unité ignore tous les malus, enfin tout ou en partie des malus qu'elle subit pour toucher, donc très fort. Il joue un cyclique, il joue un burst, 2 plasma, donc vu qu'il a pris les 4 options d'armes, c'est-à-dire qu'il n'a pas de générateur de bouclier. Il a l'Iridium Suit, donc il a une sauvegarde à 2+, il a un drone marqueur, il est Exemplar of the Monka, donc ça lui permet de redéployer... Non, Exemplar of the Monka, c'est pas le Codion, c'est Monka. Il buff une unité, il lui permet de full reroll les jets pour blesser. Voilà, il buff à 9 pouces, et si jamais il était... s'il est en tactique Monka, donc il le sera, c'est ce qu'il a plus joué, et ben il va pouvoir donner ce buff à 12. Ensuite, on relique, il a la solide image. La solide image, de mémoire, c'est ce qui lui donne une invulnérable à 4+, quand même. Donc c'est comme ça qu'il va chercher l'invue à 4 dessus. Et il a amélioré un de son seul burst cannon, avec le DW02 là, ce qui est un proto, qui permet en fait, au lieu d'être force 5 PA0 dégâts 1, il est force 6 PA-1 dégâts 1, et surtout il a une capacité où il ignore tout ce qui est Feel No Pain avec. Donc c'est pas mal. Sachant que quand il est en Monka, sur son premier palier, du coup il peut gagner un bonus de PA-1, donc on peut avoir le DW2, c'est genre c'est 6 tirs ou 8 tirs, je crois, de force 6, donc PA-2 potentiellement. Ça devient intéressant. Derrière, il joue un éthéré, drone de marqueurs, donc ça c'est le Sense of Stone, c'est la Feel No Pain. 5+, Wisdom of the Guy, c'est pour gagner un PC. Il a mis là l'Humble Staff, donc il peut lancer les deux invocations sur du 2+, au lieu d'une seule sur 3+. Voilà, le Warlord, il a Short Boldness, ça je sais plus ce que c'est. En Ocelot, on a 3 Crisis Bodyguard, avec cyclique, 2 plasma, donc ça fait 2, 4, 6 tirs de plasma et 3 x 3, 9 tirs de cyclique. L'Iridium sur le Chavre, et il a un drone shield. 4 croûtons no slot parce qu'il a une unité de croûte. Ensuite, il spam 2 autres croûte hand. Il a une unité de 5 crisis. Ça doit être les fusion blasters là. Les AFP. Il a un flammeur et TL. Je sais plus ce que c'est TL. C'est pas le truc genre peut tirer sans ligne de vue là de force 4 PA-1 dégâts 1. Peut-être ça. Iridium, il a 4 drone shield. Il a le prototype, le Dominator Frag Launcher, ouais, c'est ça. Donc le TL, ça doit être c'est le truc qui tire hors ligne de vue, là, de force 4 PA-1 dégâts 1. Le Dominator, c'est ça, il l'améliore. Et de mémoire, ça fait toujours des 6 tirs hors ligne de vue, tout ça, mes couilles sur la commode.
Mais en plus, il me semble que le Dominator Frag Launcher, il inflige -4 de commandement à l'unité qu'il touche. Donc si jamais il y a une perte dans l'unité qu'il touche, en fait c'est comme s'il avait -5 à son test de commandement. Et du coup, vu qu'il aura une perte, ça fait -1. Et là, -4, comme s'il avait eu 5 pertes. Ensuite, encore 5 crises. On a les cycliques, les 2 plasmas, et là on a du shield, Iridium, on a 4 drone shield en plus. On a un Steam Injector, donc sur le charbre, qui lui permet une fois par bataille, quand il va rater une sauvegarde, il peut décider de l'utiliser. Dans ce cas-là, il gagne une Feel No Pain contre tout à 4+. Enfin, on a une patrouille, un commandeur Enforcer. Donc l'Enforcer, il permet en fait de buffer une unité base ou crisis en lui donnant le super OP. On peut voir que les crisis, hein, c'est de l'élite, donc c'est pas super OP de base. Du coup, le taux a besoin un peu de cette unité endurante, et je pense que c'est celle avec les shields qu'il va mettre en super OP au début. Et donc voilà. Comme on a donc 2 cycliques, un plasma, un flammeur, donc il doit jouer avec... Ah non, il joue pas le Onagre, ok. Il joue The Bagel Hunterplate. Alors le Bagel Hunterplate, je l'adore sur l'Enforcer. En fait, il va vous donner +1 à la sauvegarde, donc déjà vous êtes en sauvegarde à 2+ de base, donc vous êtes en 1+. Et derrière, il vous donne Feel No Pain à 5, autre fort. Précision of the Hunter, donc c'est full reroll des touches et des blesses. 2 cycliques, un plasma, un flammeur. Le flammeur, donc c'est celui qui peut jouer au CAC. Ensuite, on a 3 Crisis Bodyguard, AFP, l'été, l'Iridium, ok. 10 croûtes pour la troupe. On retrouve 3 Crisis en cyclique, plasma, double plasma chacune et shield. Chez Générateur, l'Iridium sur le bordel. On a un drone shield. Enfin, on a 4 Stealth Battlesuit avec la beacon. Un drone shield et un gun drone. Donc la beacon, ça va servir. Je pense qu'il va jouer peut-être ces bodyguards là, ou plutôt cette unité en AFP. AFP. Je pense que les 2 unités là en AFP seront en FEP. Et du coup, T1 grâce à la beacon, en fait, il fera l'action avec son Stealth Battlesuit pour justement pouvoir faire FEP en fait une unité avec la règle Manta Strike. Et en fait, toutes les crises et les bodyguards l'ont. Donc du coup, T1, il va pouvoir faire venir en FEP soit l'unité de bodyguard, soit celle-ci, soit la crise. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Premier paragraphe. C'est un excellent test pour les nouveaux Eldar, il y a de bonnes choses dans le livre, mais le plus grand défi pour eux est de savoir s'ils peuvent surmonter la force brute des meilleurs joueurs du metagame. La liste de Brad s'appuie sur l'une des choses que le Craftworld fait le mieux. Harceler l'adversaire avec des menaces à plusieurs niveaux qui ne résisteront pas à beaucoup de choses individuellement, et qui peuvent utiliser la mobilité pour se protéger et menacer d'énormes contre-attaques contre tout adversaire qui s'engage trop en leur faveur. Les Hawks, les Spiders et les Windriders peuvent tous infliger des dégâts et se sortir de l'esquive. Ok, c'est là, but can use mobility to protect themselves and threaten huge counter-attack against any opponent that overcommit into them. Les voir que les Spiders, nanana. Ok, ça c'est la suite. Ok, la trade n'est pas trop dégueu. Les Hawks, les Spiders et les Windriders peuvent tous infliger des dégâts et se sortir... Ah oui, et se sortir de l'esquive, c'est ça. Damage and get out of dodge. Donc là, c'est plutôt get out of dodge, c'est plutôt... donc ils peuvent tous infliger beaucoup de dommages, et ils peuvent en fait esquiver un peu n'importe quoi. Et réduire en miettes presque tout ce qui se trouve sur Doom, tandis que les nouveaux Scorpions et Banshee améliorés constituent un puissant bastion avant côté d'un Wave Serpent. Pour soutenir tout cela, les Spinners de la nuit, donc ouais, les Night Spinners, offrent un excellent combo de dégâts fiables, particulièrement bon contre les taux. Enfin, bon pour les taux. Et ici, hop, on va scroller un peu. Et ici, pour les dernières cibles et les Seigneurs du Phénix, donc les Seigneurs Phénix, sont un méchant barrage potentiel si les taux essaient de trop appuyer sur l'accélérate. Bien que l'infâme canon à rafale avancé, donc l'infâme canon à rafale avancé, c'est le DW02 du Burst Cannon Tau. Soit là pour ruiner ce plan s'ils ne font pas attention. Le fait d'avoir les spinners de nuit, donc les Night Spinners, signifie également qu'au premier tour, Brad peut très probablement désactiver la balise de guidage. La balise de guidage, c'est la homing beacon qu'on a ici, sur les Steels. Tout cela est cool, mais c'est contre l'un des builds les plus méchants du jeu, Outer Enclave. Les combinaisons de crise sont l'unité... Ah oui, non, les Battlesuit Crisis sont l'unité qui définit le nouveau livre Tau, et cette liste se concentre essentiellement sur elle, avec seulement des unités croûtes objectives, donc objectifs sécurisés, et des personnages puissants pour les soutenir. Outer Enclave leur donne un drop zone clear. Alors attends, pourquoi il parle de Outer Enclave? Je sais pas ce que c'est. Build in Outer Enclave. Il a pas l'air de jouer Farcel parce qu'il a qu'un commandeur par détachement, et
Donc la Farsight permet justement de profiter de deux commandeurs par détachement tout en prenant un intérêt s'il joue en Allied World. Donc là, l'Outer Enclave, je vois pas trop ce qu'il veut dire. Un drop zone clear avec le CP pour le spammer de manière fiable. Là, il parle. Ah, Outer Enclave, c'est peut-être le stratagème en tout. Je vais juste check pour vérifier ça. Alors, drop zone clear, ouais, c'est ça. Donc il joue en Farsight Enclave, mais en monde allié. Alors, Outer Enclave. Alors, si jamais vous jouez en fait Farsight Enclave, ouais, c'est ça. Si vous jouez à un Farsight Enclave, en gros, via les mondes alliés, vous ne pourrez pas, si vous intégrez, enfin, vous ne pourrez pas intégrer Farsight lui-même, mais en contrepartie, vous pourrez jouer un éthéré. Il me semble que c'est un peu la contrepartie. Mais ouais, c'est ça. Donc la drop zone clear, c'est le stratagème de Farsight. Juste pour rappel, donc c'est un stratagème durant la phase de mouvement. Quand une unité battlesuit Farsight Enclave de votre armée est setup, est mise sur le champ de bataille en utilisant la règle de Manta Strike ou de Looming Beacon, de l'action Looming Beacon, jusqu'à la fin du tour, à chaque fois que les figurines battlesuit de cette unité feront une attaque à distance, vous pourrez reroll les hits et reroll pour toucher et blesser, ce qui est très très fort. Bon, par contre, ça coûte 3 PC si vous avez des unités de 4 ou plus en battlesuit, ou sinon c'est 2 CP. Donc en fait, il y a des chances que ça Crisis ici, Bodyguard, la phase FEP, non, peut-être celle-ci T1 pour payer 3 PC, et celle-là T2, parce que vu que ça c'est une unité de 5, celle-ci T2, à la rigueur, via la Manta Strike, parce qu'ils sont que 3, donc il payera que 2 PC. Donc ça veut dire qu'il doit se garder une réserve de 5 PC. Bon, avec l'éthéré qui va filer les PC supplémentaires grâce à Wisdom of the Guide, on est pas mal. Alors du coup, j'en étais avec ça. Spammer de manière fiable et garantie que si le jeu s'étend, ils peuvent opérer très efficacement avec un soutien minimal. Parce qu'en plus, grâce à ce stratagème, vu qu'il a full reroll des touches et des blesses, ouais non, j'irai voir. Un power avec un intérêt, il pose l'unité de 5 sur table et il faible les autres. Bah, c'est sûr, en fait, vu qu'il peut utiliser le stratagème soit via la Manta Strike, donc ça veut dire qu'il peut faible à partir du tour 2, mais vu qu'il utilise aussi le Looming Beacon dans les steals, et je pense que c'est le seul intérêt de jouer vraiment Farsight Enclave monde allié, c'est justement de jouer sur le stratagème, parce qu'en fait, pour avoir une full roll des touches et des blesses au moment où tu faibles, ça veut dire que t'as pas besoin de... Enfin, ton unité, elle est indépendante. Elle est indépendante, donc tu peux avoir tout ton bloc, on va dire, avec les auras de commandeur, les exemplaires of Monka, etc., d'un côté de la table, et de l'autre, en fait, t'as tes faibles qui cassent des culs parce que t'es en full reroll des touches et des blesses. C'est ça. Ah, c'est fort, c'est très très fort. Alors, où j'en étais, défi pour ça... soutien minimal. 2 unités dotées d'une explosion aérienne sont également un grand défi pour certains plans des Aeldari. Qu'est-ce qui veut dire explosion aérienne? 2 units with airburst. Ah oui, non, alors airburst, c'est pas explosion aérienne, dit Pell. Donc les airburst, c'est les armes qui peuvent tirer sans ligne de vue de force 4, PA-1, dégâts 1, et qui sont blast, il me semble. Donc voilà, les airbursts sont également un grand défi pour certains plans des Aeldari, car cela signifie que jouer à distance avec les Warp Spider en particulier est soudainement beaucoup moins sûr. La liste joue également incroyablement bien le jeu de To The Last, donc un objectif secondaire, car les 2 grandes unités de Crisis et le commandant équipé sont incroyablement difficiles à abattre. Alors je sais pas en points... Alors attendez, il a 197 points... Ah non, s'il joue To The Last, c'est forcément ces 2 Crisis-là. Il peut prendre son Enforcer, parce qu'il tank comme un chiard. Il lui a pas mis de Shield Generator, mais c'est pas grave, il a une sauvegarde à 1+. Il a une Feel No Pain à 5, donc non, il est... Donc ouais, en gros, il peut prendre ces 2-là, et après, il a le choix entre Crisis ici, enfin les Bodyguards là, les Battlesuit ici, ou le Commandeur. Et clairement, il vaut mieux prendre un personnage que le gars arrivera jamais à les choper. Parce que tu le joues forcément à distance. Si jamais il est pris au cac, bah t'as le thermoneutronic projector, quoi. Il te la met bien comme il faut. Par contre, c'est bizarre, parce que du coup, s'il le prend en To The Last, les cycliques ions, là, il me semble que c'est 18 pouces de portée, alors que le plasma, c'est 30 pouces. Donc, s'il voulait vraiment jouer à distance, il aurait plutôt joué 2 plasmas et un seul ionique, et un seul cyclique ion. Donc en gros, il a quand même un plan où il vient au cac, parce que c'est pas pour rien qu'il a pris le flammeur avec le thermoneutronic projector. Faudrait que je regarde la partie pour voir comment il l'a joué.
Mais effectivement, du fait qu'il ait pas mal de tirs indirects, bah, les Warp Spider font plus un boulot aussi bon. Donc le To The Last, voilà, le commandant équipé sont incroyablement difficiles à battre, d'autant plus que toute unité qui se montre est promise à une explosion. Elle a certainement le nombre nécessaire pour éliminer la liste Eldari. Alors quel est le plan de leur point de vue? L'avantage des Eldari, c'est que les plus grands mouvements de l'Empire Tau sont plutôt progressifs. Ils veulent tirer le maximum de la zone de largage, donc de la zone de déploiement. Non, drop zone clear, ok. Drop zone clear, donc c'est du stratagème, quand on dit la zone de largage claire. Pour dépasser des choses comme la rapidité de l'éclair, donc rapidité de l'éclair, c'est lightning fast, donc ça va être une règle Eldar. Et la menace des sauvegardes automatiques des brins. Il parle des brins. From strength, d'accord. Mais cela signifie que l'armée ne fera pas tout d'un coup. Sur cette mission, les Craftfords ont la vitesse nécessaire pour couvrir une grande partie de la table très rapidement. Et s'ils peuvent prendre le premier tour, ils pourraient être en mesure de l'utiliser pour mettre les taux sur la touche. En prenant des positions fortes derrière le terrain, en éliminant les combinaisons furtives et en limitant fortement les endroits où les combinaisons taux peuvent s'introduire. Vous pouvez potentiellement retarder le début du marquage important de leur côté jusqu'au 3e tour au plus tôt. Et si vous pouvez résister à la tempête de la première unité DZC. Je ne sais pas ce que c'est la DZC. Je ne sais pas ce que c'est. DZC. Storm of the First DZC Unit and Take. Counter Push. Je vois pas ce que c'est, la DZC. Et l'éliminer sur un contre-push. Contre-punch, ouais, contre-push. Ce que le fait d'avoir beaucoup de Banshee et de Genzar aide à faire. En même temps, cela permet d'accumuler des points primaires, de marquer la mission primaire et d'obtenir des tics sur l'étranglement. L'étranglement, c'est Stranglehold, je crois, empêchant les taux d'en faire autant. Et une escarmouche prudente avec les seigneurs Phoenix pourrait valoir un autre tour, bien que le cadeau obsèque que le commandant de Landforcer distribue pourrait ruiner cela. Donc n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous savez ce que c'est que le DZC. DZC, Drop Zone Command. Les filles qui font. D'accord, ok. Effectivement, du coup. On comprend mieux. Merci, Babel. Alors, on va prendre... celui-là, ça va être rapide. Brad a eu le premier tour et a pu tenter de mettre Ziegler sur la touche. Alors comment ça s'est passé? Vous pouvez regarder les résultats sur la chaîne YouTube d'Art of War ici, si vous souhaitez simplement regarder, sinon continuez à lire. Dernier paragraphe, essentiellement, Brad a fait un très bon travail au premier tour en poussant ses unités au bon endroit pour garder Ziegler enfermé et accumuler beaucoup de points en début de partie. Malheureusement, la première grosse contre-attaque de l'enclave, de l'Outer Enclave autour d'eux, a été d'une brutalité choquante, évaporant une partie considérable de ce que Brad avait poussé au centre et sur un flanc, et laissant les taux très hauts en matériel. La deuxième partie du plan de Brad s'est alors mise en place avec les divers survivants de la mêlée, capables de perturber les jouets taux qui étaient à terre. Mais la capacité des Eldar à faire de sérieux dégâts avec ce qu'ils avaient encore ne leur a pas permis de tenir la ligne assez longtemps pour que leur avantage de marquage précoce soit payant. Et un mur de tenue de combat rouge a progressivement remonté la table, éliminant toute résistance des elfes. À l'exception d'un seul Night Spinner, pour une fois qu'ils me gardent le Night Spinner comme ça, et non pas en spinner de nuit. La partie n'a pas été un échec total et je pense que le même plan exécuté contre l'une des constructions les moins mobiles de la Tau aurait pu s'avérer plus payant. Mais avec toutes les combinaisons de Crisis, toutes les battlesuits Crisis, qui sont des menaces si mobiles en plus de leur capacité à infliger des dégâts. Il est très très difficile de les immobiliser assez longtemps pour empêcher les Tau de gagner gros dans la seconde moitié de la partie. Donc on se retrouve sur une victoire Tau à 78-58.